Peut-être on peut lancer de la vidéo et accueillir Bernard Lachance. Ah bon. Ah. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. On m'avait conseillé de venir sans transparent, donc on fera une présentation un petit peu différente que celle que Guillaume a pu nous faire. Et je vous vais rentrer dans un monde assez différent que celui que Guillaume vous a fait découvrir, qui touche évidemment largement l'industrie de l'audiovisuel et un monde beaucoup plus global. Rossel est une entreprise qui se déploie largement sur le local. Nous faisons à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire un dixième de ce que fait RTL Group, sur un territoire qui représente, à mon avis, un centième de celui couvert par le groupe RTL. Donc ça veut dire que notre taux de pénétration est assez important. On couvre la Belgique francophone et le nord de la France. Et donc nous sommes présents dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque métropole, avec des offres qui nous caractérisent, c'est-à-dire celles de médias d'information. Le média d'information, je pense, a un écosystème et un mode de fonctionnement qui est relativement différent que celui que nous connaissons dans l'audiovisuel. Notre ADN est basé sur l'écrit. C'est évident que nous nous diversifions fortement vers la vidéo, c'est une évidence, mais notre ADN reste extrêmement important à considérer. Par ailleurs, nous sommes une entreprise familiale, donc qui va fêter cette 130 années. Et je vais vous faire un peu partager les enjeux d'une telle industrie qui, évidemment, s'intègre totalement dans l'industrie des médias plus globalement, dont les écosystèmes sont assez importants. D'abord, je voudrais partager un petit peu avec vous l'enjeu macroéconomique de la transformation de l'industrie des médias, parce qu'elle est assez importante. Nous sommes, depuis 20 ans, confrontés à cette transformation digitale et toutes les opportunités qu'elle offre, mais évidemment tous les dangers qu'elle peut entraîner. L'industrie des médias et celle des médias d'information en particulier crée un écosystème sur un échange, un partage, un cercle vertueux d'échange de monétisation où il se fait que, vous savez que les trois ressources sur lesquelles nous vivons sont les recettes de diffusion, les recettes publicitaires et puis pour les médias audiovisuels principalement les recettes des pouvoirs publics. On a tendance à toujours dire que la presse est fortement subsidiée. Nous réalisons 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. On touche royalement 2 millions d'euros d'aide de l'État. Donc ça fait moins de 0,5% de notre chiffre d'affaires. Je ne pense pas que nous soyons des médias fortement, et nous en sommes fort heureux parce que je ne pense pas que l'État, si on se regarde devant nous, aura de l'argent à dépenser pour supporter nos activités dans le futur. Ce qu'on attend de l'État plutôt, c'est de prendre des règles, des mesures, une régulation qui soit favorable aux médias d'information, mais surtout pas d'aide directe. C'est toujours un domaine qui ne nous semble pas sain pour une industrie. C'est assez intéressant d'ailleurs de comparer le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, il n'y a aucune aide directe des pouvoirs publics à la presse. Elle existe dans le sud de l'Europe, sauf que dans le nord de l'Europe, les pouvoirs publics sont les premiers annonceurs et donc les premiers clients de la presse d'information. Donc c'est une façon beaucoup plus dynamique d'apporter un support à une industrie qui, je pense, est importante pour le développement local et pour la culture et l'identité d'un pays, sauf que là, il y a un rapport d'échange assez dynamique. Si vous êtes performant, nous communiquons chez vous. Si vous ne l'êtes pas, nous ne communiquons pas chez vous. Mais il y a un travail extrêmement important de relation entre les pouvoirs publics, mais qui se fait dans une dynamique beaucoup plus importante. Donc, cette valeur ajoutée que nous créons au niveau local, elle est fiscale, elle est sociale. Nous sommes des entreprises, vous prenez Rossel sur ce petit territoire, c'est 3500 personnes. Donc c'est une entreprise en pleine transformation. Nous transformons, quand on nous demande c'est quoi notre métier, on transforme des médias traditionnels, souvent écrits, souvent des marques leaders, en médias du futur. Ça c'est notre mission et c'est le travail que nous réalisons. C'est un métier passionnant mais qui ne peut se faire que sur le long terme, d'où la nécessité, nous pensons, ou la valeur que peut avoir un actionnariat familial par rapport à des entreprises cotées en bourse sur lesquelles il est assez difficile de vendre des projets en termes de retour financier sur du court terme. Nous investissons sur le très long terme.
Donc cette industrie et l'impact de la globalisation, c'est assez intéressant de voir que nous n'avons pas été impactés par ce que j'appelle la globalisation du XXe siècle. Nous, notre industrie a été directement impactée par des nouveaux entrants, principalement issus du numérique, qui ont totalement transformé l'écosystème de notre industrie. Alors elle l'a changé de façon sur 3 niveaux pour simplifier, on n'a qu'un quart d'heure. Au niveau de la distribution, il est évident que nous avions des canaux de distribution que nous contrôlions, nous ne les contrôlions plus aujourd'hui. C'est plutôt une opportunité, je pense, pour notre industrie. Je rappelle qu'avant, on était en contact avec nos lecteurs une fois par jour, parfois plus quand on était sur plusieurs éditions, mais en moyenne une fois par jour, dans un domaine très séquencé et avec des coûts de distribution en plus très élevés. Donc cette opportunité de l'ouverture du monde de la distribution, cela fait plus de 20 ans que nous l'exploitons. Ça fait 20 ans que nos journaux sont en ligne, que nos contenus sont accessibles, et c'est grâce à ça, je pense d'ailleurs, que nous avons souvent un leadership dans ce domaine dans les marchés où nous sommes présents. L'impact également financier, je l'ai expliqué, les nouvelles concurrences, donc un nouvel écosystème. On sait bien que la presse vivait des petites annonces. Bon, ce sont des recettes qui ont largement disparu. Il y a des opérateurs aujourd'hui spécialisés dans ce domaine. Nous sommes encore actifs dans ce domaine-là, mais nous sommes souvent plutôt numéro 2 rentable qu'un numéro 1 leader, parce que je pense que certains groupes sont vraiment spécialisés. Mais évidemment, au niveau de la publicité, c'est principalement dans cet enjeu-là que les concurrents sont les plus actifs. Il y a un troisième enjeu, et je pense que la présentation de Guillaume était assez marquante de ce point de vue-là, c'est le temps disponible. C'est le plus gros combat. C'est trouver du temps disponible pour que les gens veuillent encore s'informer de façon complète. Ça, c'est le plus gros défi de notre industrie. J'y reviendrai plus tard. Donc, ces fameuses ressources qui étaient de diffusion, fondamentalement, nos piliers, la diffusion, la publicité et les pouvoirs publics se sont véritablement transformés face à ces nouveaux opérateurs sur lesquels je pense que nous avons sous-estimé, et quand je dis nous, c'est l'ensemble des acteurs de cette industrie, la façon de travailler. Je pense que nous sommes dans un rapport de force important avec les GAFA. On aurait adoré faire ce que font les GAFA, évidemment. Sauf que ça ne fait pas partie de notre ADN. Ce sont des opérateurs de technologie, nous sommes des opérateurs de contenu. Nos offres convergent vers un certain nombre d'opérateurs en matière publicitaire principalement. Et je pense que l'approche que nous devons avoir vis-à-vis de ces opérateurs doit être beaucoup plus offensive que défensive, ce qui a été l'approche tant des médias, des opérateurs et des annonceurs et de leurs partenaires, agences médias et centres médias, que les pouvoirs publics. Je pense qu'il est temps de rétablir totalement le rapport de force que nous avons avec ces opérateurs. J'entends souvent les questions de dire, tiens, oui, pourquoi n'y en a-t-il pas un Européen ? Moi, je suis né dans la micro-informatique professionnellement. Les mêmes questions étaient posées. Quand l'industrie, la micro-informatique a disparu en Europe, tout le monde s'est regardé en disant pourquoi on n'est pas capable de le faire en Europe, alors que la plupart des opérateurs étaient américains à l'époque, ils sont plutôt asiatiques d'ailleurs aujourd'hui. Donc, je pense que la question n'est pas tellement aujourd'hui de rêver, de se dire qu'il y aura un opérateur européen qui va prendre cette place, mais c'est comment l'Europe va gérer ce rapport de force. C'est ça qui est important. Alors on semble se réveiller aujourd'hui, tout à coup, c'est assez tard, mais il semble tout à coup. Pourquoi ? Parce que le problème des fake news, parce que ces réseaux sociaux qui sont parfois considérés comme des médias, tout à coup on se rend compte, mais non, qui n'agissent pas comme des médias, qui ne font pas la base du métier, les fondements du métier d'un média d'information, c'est-à-dire filtrer l'information qui est diffusée et l'analyser avant de la diffuser. Donc sa base, on change de découvrir ça aujourd'hui, alors que ça fait plus de 20 ans que ces gens sont acteurs sur le marché. Et bien entendu, d'autres problématiques de type fiscal existent également, ce qui veut dire qu'on ne combat pas ces gens-là avec un rapport concurrentiel qui soit équivalent. Il est temps, évidemment, que les pouvoirs publics, et c'est plutôt là que j'attends les pouvoirs publics d'ailleurs, que sur le fait de nous donner des aides directes qui ne servent pas en général à grand-chose. Donc cette prise de conscience doit venir en effet des opérateurs médias. Je rappelle qu'en Belgique, quand Google News s'est lancé, nous sommes rentrés dans un rapport de force avec Google. Bon, ce n'est pas grâce à la Belgique que Google News n'existe quasi plus aujourd'hui, mais en tout cas en Belgique il n'a jamais existé. Ça nous a quand même facilité la vie. Nous sommes rentrés en rapport de force. Il se fait qu'ils sont partis vers d'autres orientations. C'est le propre de la rapidité et de l'agilité de ce groupe qui, quand il rentre dans un domaine qui est trop complexe, et la news c'est extrêmement complexe,
et peu rentables, en tout cas pas assez pour ce genre de groupe. Ils sont partis vers d'autres orientations, ce qui nous a quand même permis de remplir cet espace de façon plus performante qu'eux. Donc, la nécessité pour l'industrie européenne des médias est de véritablement prendre en compte ses forces, cette capacité à se transformer et bien entendu de gérer le rapport de force de façon extrêmement dynamique. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la transformation de nos entreprises? Donc d'abord, il y a un travail extrêmement important qui a été sur la transformation des offres. On ne l'a pas inventé aujourd'hui, elle a été mise en œuvre, je l'ai dit, il y a 20 ans. Nos plateformes aujourd'hui, et je pense que c'est celle qu'on retrouve chez beaucoup d'opérateurs de presse, sont triple play. Ça veut dire nos marques de presse sont actives sur l'information gratuite, donc nous avons des modèles freemium, sur l'information gratuite, sur la presse, sur son format papier, j'y reviendrai, et bien entendu sur des plateformes digitales payantes, ou ce que nous appelons le rich media, où nos rédactions vont pouvoir s'exprimer le plus largement possible. Il n'y a pas de contrainte d'espace, il n'y a pas de contrainte de temps, donc nous avons une capacité à développer ces plateformes de la façon la plus importante. Donc, le premier travail était à faire, et je le rappelle, nous sommes des médias, un média vit de l'audience, et notre ambition est de rester des médias de masse, c'est-à-dire des médias impactants. La plupart des groupes de presse ont développé cette audience. Si vous regardez en France, en Belgique ou dans énormément de pays, pour regarder simplement le ranking des audiences les plus importantes par rapport même aux télévisions, en général, nous sommes sur l'information largement leader. Si nous n'avions pas fait ça il y a 20 ans, nous n'existerions plus aujourd'hui. La moyenne d'âge de nos lecteurs a diminué de 10 ans. Donc quand je suis arrivé dans le secteur il y a 15 ans, nos audiences étaient largement plus âgées que celles de la radio, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes 10 ans plus jeunes en moyenne que la radio. Donc, nous avons réussi à faire un processus qui est essentiel pour un média, c'est rajeunir notre audience. C'est extrêmement important de le mentionner. Non seulement nous avons en cumul progressé sur le nombre de personnes touchées, mais nous les touchons plusieurs fois par jour. Donc le reach que nous avons vis-à-vis de nos clientèles a décuplé, puisqu'on les touche très largement plusieurs fois par jour. Nous ne sommes plus un média que du matin, mais nous touchons les gens toute la journée. Mais en plus, nous avons largement rajeuni nos lecteurs grâce à ce travail. Nous avons transformé nos entreprises. Elles ne le sont pas toutes encore en France. Il y a encore certaines qui ont du travail. Mais si je prends le travail que nous avons réalisé, c'était quand même un enjeu assez important. Je pense que beaucoup de gens ici savent ce qu'est le syndicat du livre. La façon dont ces entreprises existaient, leaders souvent dans leur marché, il fallait les transformer. Je pense que le travail qui a été réalisé d'abord dans le nord de l'Europe, ensuite dans l'ensemble de l'Europe et en France ces dernières années, est assez spectaculaire pour avoir cette capacité véritable à transformer les entreprises. Vous prenez en France, le personnel ouvrier chez Rossel représente à peu près 7%, et nous imprimons toujours nos journaux, 7% des équipes que nous employons aujourd'hui encore en France. Donc cette offre triple P est assez essentielle. Le média gratuit a comme vocation et pour vocation de toucher le plus largement le monde, de servir de vitrine à nos médias payants dans un modèle de freemium et bien entendu d'être un des médias les plus performants en matière publicitaire. On rajeunit, on va capter des nouveaux lecteurs et nous les entraînons dans notre magasin qui bien sûr se devra d'être payant. Nous serons incapables, comme vous le savez, nous sommes opérateurs de 20 minutes en France. Ça nous permet de bien comprendre ce qu'est un média gratuit et ce qu'est un média payant. Il est évident qu'il n'y aura pas de modèle de valeur ajoutée journalistique qui sera 100% financé par la pub. Ça n'existera pas. Certains peuvent se permettre d'avoir un modèle 100% payant. Le New York Times, il s'adresse à plus de 300 millions de personnes. Ce n'est pas trop compliqué de le faire. Si vous prenez un marché comme la Belgique, 4 millions d'habitants, le journal de soir ne peut pas avoir le même modèle économique que celui du New York Times en faisant le même type, en tout cas il a l'ambition de faire le même type de journalisme. Donc le modèle que nous allons pratiquer en Belgique, sur un petit marché, n'est évidemment pas celui que nous pouvons regarder ou voir se développer sur les États-Unis. Si nous nous comparons même à d'autres marchés, comme l'Allemagne, l'écosystème de la presse en Allemagne n'est pas celui que nous connaissons en Belgique ou a fortiori en France. Donc chaque marché a ses particularités, à nous d'adapter nos offres à l'ambition et au projet éditorial d'un média. Un média populaire ne va pas prendre exactement la même direction qu'un média de qualité, ce qu'on appelle le quality paper, et un média régional ne va pas avoir exactement le même fonctionnement
que celui qu'un média national va avoir, sauf qu'ils seront chez nous, en tout cas toujours basés sur les mêmes aspects, les trois offres. Le papier joue un rôle essentiel par rapport à ça, qu'il soit sous son format papier ou qu'il soit d'ailleurs sous son format réplica. Quelle est évidemment la meilleure façon d'avoir une synthèse? Les gens sont pressés par le temps, n'ont plus le temps de lire, et nous pensons que ce travail éditorial, le chemin de fer qu'entraîne un journal, garde une valeur ajoutée extrêmement importante. Donc nous gardons notre capacité à produire des journaux sous format papier le plus longtemps possible parce que nous respectons nos lecteurs, et nos lecteurs ont entre 10 et 90 ans, et nous devons respecter l'ensemble de nos lecteurs, mais aussi parce que le papier a une valeur largement différenciante par rapport aux médias du numérique sur lequel l'ensemble des offres convergent aujourd'hui. Donc nous avons cette ambition de garder, pour ces trois raisons, capacité, respect du lecteur, capacité de synthèse. En 40 pages, vous résumez toute l'actualité de la veille, ce qui est quand même un travail fantastique que nous faisons pour nos lecteurs. On leur facilite ce travail de lecture. Et bien entendu, cette différenciation, ce USP qu'on peut avoir sur le format papier. Donc, ce travail est extrêmement important dans la volonté de faire des médias d'information demain. Je rappelle que la base et le fondement d'ailleurs d'un groupe comme le nôtre est de faire ça de façon rentable. Si nous n'avons pas, je rappelle, la base de l'information et de l'indépendance de l'information est construite, bien entendu, sur la performance économique et financière d'un groupe de presse. Si vous devenez trop dépendant de pouvoirs publics ou d'opérateurs ou d'actionnaires qui ont d'autres enjeux que celui de faire de l'édition et de la presse indépendante, vous perdez le fondement de notre métier. Donc je rappelle que tout ce contexte de cette transformation doit se faire sur des entreprises largement rentables. Sinon, vous perdez cette capacité d'indépendance qui est le cœur de notre métier. Si nous nous projetons sur les 10 ans qui viennent, il n'y a pas un modèle unique dans la façon de faire de la presse. Ça va dépendre assez largement du type de presse que vous faites et du marché sur lequel vous opérez. Il n'y a pas un marché absolument semblable. Alors nous observons beaucoup ce qui se passe quand vous êtes dans un marché de la taille de la Finlande, du Danemark, qui ont en plus des langues pour se protéger. Les règles du jeu sont assez différentes. Si vous prenez la Belgique, un petit marché de 11 millions d'habitants, les règles qui vont être pratiquées dans le nord de la Belgique, où on parle néerlandais, ne seront pas celles pratiquées dans le sud de la Belgique, où nous parlons français, avec une aspiration évidemment assez importante de la France, puisque la langue française, fort heureusement, se pratique pas exclusivement sur les marchés où nous sommes présents, mais au Canada, en Suisse et ailleurs. Et donc, il y a un aspect transfrontalier qui est assez important quand nous opérons la chose. Donc, ce que nous observons en Flandre n'est pas obligatoirement ce que nous allons mettre en œuvre du côté belge francophone ou a fortiori dans la presse régionale française. Donc, le cœur de nos actions, c'est le contenu. Nous ne sommes pas des opérateurs de technologie, nous sommes des opérateurs de contenu, mais nous devons devenir des spécialistes absolus de la façon d'agréger les technologies. Mon beau-père, il y a 20 ou 30 ans, était capable de configurer une rotative en 5 ou 10 minutes. C'était l'ADN, parce que pour faire de la presse à l'époque, il fallait maîtriser la technologie qui permettait de produire nos journaux. Mon background est un background beaucoup plus sur le digital, sur le numérique. Je suis né là-dedans professionnellement parlant. Je comprends un peu les rotatives, mais pas trop bien. Mais il est extrêmement important de maîtriser de façon à ce que nous ayons comme avantage compétitif. Nous avons en face de nous des opérateurs de technologie qui pillent souvent nos contenus. Nous n'allons pas nous gêner pour piller les technologies et les exploiter au mieux de façon à être plus performants par rapport à ce marché. Donc, nous observons simplement différentes initiatives. Si vous prenez le modèle qui vous est proche, celui qu'Altis a mis en œuvre, il est assez intéressant de voir, quand on se pose la question contenant-contenu, de savoir pourquoi un modèle intégré à un opérateur telco fonctionne assez bien dans l'audiovisuel, assez mal dans la presse. Je pense que la performance qui a été faite avec BFM est un bon exemple de dire, tiens, quand on intègre un opérateur telco avec un opérateur télé, ça peut donner des effets, des audiences ont été assez impressionnantes. Par contre, ça n'apporte pas, je pense, grand-chose à Libération et à l'Express. Pourquoi ? Parce que notre écosystème, celui de la presse aujourd'hui, n'est pas encore compatible avec celui de l'audiovisuel. Si vous regardez les enjeux que Guillaume a partagés avec vous, ils n'ont pas grand-chose avec ceux que je pourrais partager avec vous, en tout cas aujourd'hui. Je ne parle pas dans 10 ans. Parce que notre 1 euro pour nous n'a pas du tout la même valeur que celui que vous pouvez trouver dans ce secteur-là. Et nous ne pouvons pas transformer nos audiences
et développer nos audiences comme elles sont développées dans un média qui est aujourd'hui largement gratuit, qui est la télévision d'information telle qu'elle se pratique. Le journalisme audiovisuel d'information ne se pratique pas comme le journalisme de presse, et je rappelle que c'est l'ADN de nos métiers. L'écosystème sur lequel nous travaillons, qui est payant avant d'être gratuit, ne se pratique pas de la même façon sur les évolutions à 5-6 ans. Donc si la presse réussit à garder un nombre de lecteurs payants suffisant, je n'ai aucune garantie par rapport à cela, c'est l'énorme défi que nous devons faire. Est-ce que les jeunes vont payer pour s'informer? Et ça dépendra de la qualité et de la façon dont nous allons marketer ces contenus payants. Je pense que la presse gardera un écosystème et une industrie qui sera particulière dans l'ensemble du monde des médias, mais qui ne sera pas intégrée. Si nous ne réussissons pas, je pense que nous irons plutôt dans un modèle qui sera intégré avec une convergence probable plutôt à moyen terme entre des opérateurs telco / ou avec des opérateurs audiovisuels. Mais aujourd'hui, les ADN sont trop différents pour fusionner ces entreprises. Nous avons plutôt une complémentarité par rapport à ce secteur plutôt qu'une capacité à intégrer véritablement nos audiences. Je réclame un mot parce que je ne sais pas. Oui, on va devoir aller assez vite. Et donc, je rappelle juste pour conclure, puisque j'ai été aussi long, Guillaume, donc ça n'arrange personne ici. Donc, il y a deux enjeux sur lesquels nous devons travailler. C'est cet enjeu d'équilibre entre le gratuit et le payant et la qualification de ces audiences. Il y a aussi un autre modèle sur lequel je vais juste le citer parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est l'enjeu de la data par rapport à l'enjeu de la contextualisation. Donc, je rappelle que des lecteurs de presse, de certaines presses, n'aiment pas qu'ils soient ciblés. Et donc, par rapport aux enjeux de l'e-privacy et du GDPR, dont on a peu parlé aujourd'hui, qui est pourtant un enjeu assez important, la presse a un USP que d'autres... Je rappelle que nous sommes une presse d'information, quelle qu'elle soit, et que les annonceurs ont beaucoup de choses à dire. Et qu'il n'y a pas de contexte meilleur pour informer les lecteurs ou informer les gens que se trouver dans un contexte où les gens lisent et s'informent. Donc, le modèle de la contextualisation, plutôt que de la data, fait partie aussi des caractéristiques de notre industrie sur lesquelles nous devons faire un travail extrêmement important pour assurer le futur. Je vous avoue que le travail que nous menons chez Rossel est plutôt un travail sur 10-15 ans de rester indépendant, parce que nous pensons assez largement que l'industrie des médias de l'information a des caractéristiques particulières qu'il n'intégrera ni dans le modèle du telco, ni dans le modèle de l'audiovisuel. En tout cas, c'est la route que nous suivons. Et cela fait 20 ans qu'on se transforme face aux mutations digitales. Je vois en fait aucune raison pour ne pas penser que les 20 années qui viennent, nous n'aurons pas cette capacité à continuer à le faire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Peut-être une question d'Alexandre de Boutet. Bonjour Bernard. J'ai une question. Vous me dites que vous voulez passer à l'offensive. C'est effectivement très exaltant. Les axes de cette offensive, ce sont lesquels finalement? Est-ce que c'est la proximité avec votre audience, la data? Enfin, on voit des connexions possibles. Pardon, il marche en fait. Pardon, excusez-moi. Oui, Bernard, vous parlez d'offensive, ce qui est très, très exaltant. Et, moi, je trouve que c'est bien, effectivement, à un moment où il y a une lame de fond numérique américaine. Quels sont les atouts et quels sont les axes de cette offensive que vous voulez lancer? Il y a la proximité, il y a la data, il y a la caution des marques médias face aux fake news. Et par la performance. Donc aujourd'hui, nous devons avoir la capacité de démontrer, si je parle dans le milieu publicitaire, que nous avons par la capacité à contextualiser des offres, des informations que les annonceurs veulent mettre en avant, plus de résultats que celles qui sont proposées par ces opérateurs de technologie. Donc nous avons des dizaines d'exemples où nous démontrons que la contextualisation locale est largement supérieure à du retargeting tel qu'il est pratiqué aujourd'hui sur des plateformes numériques. Donc c'est par l'exemple que nous allons démontrer. Simplement, le monde de la globalité est fortement influencé par les consultants. Il est évident que les premiers qui vont gagner beaucoup d'argent sur la data et sur l'e-privacy et sur le GDPR, c'est d'abord les avocats, parce que je promets qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ce sera ensuite les consultants, avant que ce soit les annonceurs. Donc c'est extrêmement important à nous de démontrer, parce que c'est évidemment le buzz du moment. Nous sommes dans la réalité de tous les jours.
Donc nous, on va mesurer de façon extrêmement précise pour un opérateur local le résultat d'une campagne de façon assez locale et assez précise. Là, nous avons, nous, la capacité, je vais prendre juste un exemple d'offensif, nous faisons la pub au rendement aujourd'hui, mais beaucoup plus loin que n'importe quel opérateur digital. Ça veut dire que nous sommes payés en pourcentage du chiffre d'affaires que nous générons vis-à-vis de certains annonceurs. Alors, ce n'est pas spécialement sain à la base, mais c'est juste une façon offensive de prendre des risques pour démontrer que nous croyons à la performance que nous pouvons générer. Le règlement général sur les datas personnelles, vous disiez un gros sujet, c'est une opportunité aussi pour un groupe de presse? Moi, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités, tout dépend de la façon dont elle va être mise en œuvre. Moi, je comprends comme citoyen, je comprends l'objectif de cette loi. J'ai des doutes sur la façon dont elle va être mise en œuvre. Ça, c'est autre chose. Parce que je me méfie beaucoup des politiques. En 20 ans de métier dans l'industrie et les médias, je n'ai pas observé beaucoup de choses que le public, que le secteur, que les pouvoirs publics avaient fait pour nous. Au contraire. Donc je me méfie de la façon dont ils vont le mettre en œuvre. Et je comprends très bien, comme citoyen et consommateur, qu'être targeté et retargeté est extrêmement désagréable. Je pense que s'ils mettent un moment des barrières à cela, c'est une opportunité pour nous, puisque nous sommes capables de contextualiser la publicité de façon beaucoup plus dynamique. Cet après-midi, Eric Peters, qui est le conseiller de la commissaire européenne au numérique, pourra peut-être répondre et on verra s'il faut faire confiance aux politiques. En tout cas, merci beaucoup.